Alors Nicolas Ménez n'a pas pu venir, donc il s'en excuse. Donc sa communication s'intitule « Entre restes alimentaires et rejet d'activités artisanales, le comblement d'une cave antique à Corseul », avec les collaborations de Richard Delage, Lydie Manot, archéozoologue, Catherine Dupont, archéomalacologue, et Sébastien Lepetz, ici présent. Alors quand je dis « je », c'est Nicolas Ménez. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude d'une structure excavée antique et de son comblement mis au jour à Corseul dans les Côtes d'Armor. Je tiens à préciser que cette étude est actuellement en cours et qu'il s'agit ici des premiers résultats. Alors, l'agglomération antique de Corseul, Fanum Martis, est localisée au nord du département des Côtes d'Armor. Elle est créée ex nihilo à la toute fin du 1er siècle avant notre ère, par l'administration romaine qui en fait le chef-lieu de la cité des Coriosolites. Animation sur le PowerPoint. Alors, la fouille du Val de Gravel a été menée en 2014 par une équipe de l'INRAP en préalable à la construction de logements sociaux. Elle est localisée dans la partie sud de l'agglomération antique et au sud du bourg actuel. Alors, c'était ça. Ouais, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Alors, opérée sur une surface de près de 2400 mètres carrés, cette fouille... Ah non, ça va trop vite là. Cette fouille a permis de mettre en évidence une occupation qui s'étale entre la fin du 1er siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère, dont voici les principaux résultats sur lesquels je passe rapidement car ce n'est pas le propos de cette présentation. Alors, la phase 1 en haut à gauche est témoin de la mise en place d'un chemin et de quelques structures fossoyées. Donc, on voit bien le chemin ici en orange. La phase 2 voit la création de la cave qui nous occupe, entourée en rouge, ainsi que l'installation de quelques structures artisanales, dont des structures de chauffe. Donc, les animations ne fonctionnent pas, mais bon, c'est pas grave. Et de quelques structures fossoyées. La phase 3 est témoin de la mise en place de 2 rues perpendiculaires, on les voit là en rosé, à l'angle de lesquelles s'installe une auberge, donc le bâtiment au nord. La phase 4 voit l'agrandissement de l'auberge en direction de l'est, donc en violet. Et la phase 5 est témoin de l'abandon progressif des voiries et de l'auberge. Alors, l'une des découvertes majeures de cette fouille s'apparente à un bâtiment excavé daté des années 50-60 de notre ère. Cette structure prend la forme d'un carré de 3,60 m de côté, soit une surface de près de 13 mètres carrés, creusée dans le substrat schisteux, en haut à gauche. Alors, l'intégralité des flancs et du fond de cette cavité, en haut à droite, est recouverte d'une épaisse couche d'altérite de schiste mêlée à de l'argile de couleur jaunâtre. Et enfin, en bas, les parois internes ont aussi la particularité d'être aménagées au moyen de poteaux verticaux. On les voit, là on en voit au moins 2 ou 3. Et de planches de bois disposées horizontalement dont ne subsistent que les négatifs ligneux, ce sont les couches noirâtres. Quelques traces de planches témoignant d'un plancher ont également été observées sur le fond de la structure, donc en bas. 3 creusements en bas de la diapo sont présents dans la partie sud de la cavité. Ils correspondent vraisemblablement à des traces d'installation d'un métier à tisser vertical reposant contre la paroi. L'ensemble des particularités de cet aménagement, à savoir l'épaisseur de ces parois et leur composition, argile et cuvelage de bois, montrent bel et bien qu'il ne s'agit pas d'une cave ordinaire dévolue au stockage. Ces aménagements ont pour fonction d'isoler l'intérieur de la structure du rocher dans lequel elle est creusée. Le but n'est alors pas de garder l'endroit sec, mais plutôt de créer un climat contrôlé, propice par exemple à la pratique d'une activité artisanale. Si dans un premier temps, toutes les hypothèses ont pu être envisagées à propos de la fonction de cette structure, dont celle de bassin de tannerie ou de teinturerie, la confrontation des données recueillies avec d'autres vestiges découverts dans l'ouest de la Gaule
et interprétés comme des ateliers de tisserand semblent orienter préférentiellement l'analyse dans ce sens. On peut ainsi citer une structure analogue mise au jour sur le site Étoile Jacobin au Mans, donc à droite. Et comme celle de Corsol, elle est creusée dans le substrat, présente des dimensions proches, des aménagements en bois y sont observés et une fine couche d'argile recouvre le sol. De plus, elle dévoile 2 creusements destinés à accueillir un métier tissé vertical. Il faut ajouter que de nombreux pesons ont été mis au jour dans le comblement de la cave, ce qui apporte des éléments de poids quant à son interprétation en tant qu'atelier du tisserand. Si certains d'entre eux s'apparentent à des pesons classiques, donc ici en haut à gauche, d'autres ont la particularité d'avoir été élaborés à partir de fonds d'amphores taillés. Ils présentent, pour certains d'entre eux, des traces d'usure évoquant des frottements de cordes permettant de les suspendre. Alors, au milieu du 1er siècle de notre ère, le site du Val de Gravel est totalement réaménagé. Toutes les structures antérieures et contemporaines de l'atelier de tisserand sont abandonnées au profit d'un vaste ensemble de constructions interprétées comme une auberge que l'on peut voir ici. Installée à l'angle de 2 rues, elle est constituée de 4 espaces distincts. Une grande cour fermée, bien indiquée, une écurie composée de boxes à gauche de la diapo, une aire de manœuvre et un bâtiment à la fonction indéterminée, tout au nord. Alors, l'atelier de tisserand subit le même sort et sert désormais de dépotoir à cette auberge, comme l'indiquent de très nombreux fragments de céramique et des restes organiques qui constituent son comblement. En ce qui concerne la céramique, ce dépotoir constitue le lot le plus important mis au jour sur le site. Il représente 591 tessons, correspondant à au moins 98 récipients différents. Alors cet assemblage est vraiment particulier et il se démarque des poubelles les plus courantes, à savoir celles résultant d'une activité domestique classique, par le fait que les 2 séries fonctionnelles les mieux représentées sont les vaisselles de table et les amphores. Habituellement, ce sont les vases de préparation et de cuisson des aliments, mais également ceux de stockage et de service, qui dominent le corpus. Ici, on a donc un vaisselier très particulier lié au fonctionnement de l'auberge. Pour ce qui est de la céramique sigillée, on ne retrouve que des formes de vaisselle utilisées pour la présentation et la consommation des aliments sur la table. On va retrouver des assiettes en verre, des coupelles en bleu, une coupe en rouge et une tasse en orange. Pour ce qui est de la céramique fine et mi-fine, on ne retrouve également quasiment que des formes de vaisselle utilisées pour la présentation et la consommation des aliments sur la table, avec une assiette en verre, des coupes en rouge, des gobelets en bleu et quelques pots de stockage en orange. En ce qui concerne les céramiques communes de mode A, le répertoire est beaucoup plus varié puisqu'on y trouve à la fois de la vaisselle de présentation, une coupe à collerette en orange, mais aussi de la vaisselle de service. Donc des cruches en verre, de la vaisselle destinée au stockage des aliments également. Et alors là, je me perds. Donc un pot de stockage, donc c'est la pastille rose, et surtout de la vaisselle destinée à la préparation et la cuisson des aliments. Un mortier en gris, une marmite en bleu, des pots en rouge et un couvercle en violet. Pour ce qui est de la céramique commune de mode B, le lot étudié présente la particularité de comporter un répertoire de formes très peu diversifié, à savoir des pots servant à la préparation et à la cuisson des aliments en rouge et 2 bouilloires en verre. Enfin, la dernière catégorie céramique est représentée par celle des amphores, particulièrement importante au sein de ce contexte. On n'y trouve quasiment que des amphores à vin, représentés par des amphores régionales, c'est-à-dire Vallée de la Loire, Angers, de type gauloise 4. Alors là, je ne sais pas si c'est les bonnes, puisque j'ai du vert.
de type gauloise 5 également, et surtout de type Dressel de 4. Alors, les amphores sont également représentés par de nombreux fonds d'amphores régionales à vin de type Dressel de 4. Outre le mobilier céramique, le comblement de l'atelier de tisserand a livré de nombreux restes de coquillages. Seul un échantillon a été prélevé, mais il permet néanmoins de se faire une idée de ce qui a été consommé dans l'auberge. Alors, 4 espèces ont été identifiées avec en ordre décroissant l'huître plate en premier, la moule en numéro 2, la palourde européenne en numéro 3 et la praire en numéro 4. Ces coquillages semblent avoir fait l'objet d'une sélection, tant au niveau des espèces que des gabarits, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de coquillages qui ont pu être acheminés sur le site par le biais d'un commerce, c'est-à-dire par un marailleur professionnel, dont la zone d'approvisionnement se situe sur la côte localisée à quelques kilomètres au nord de Corseul. Alors, l'étude de ces coquillages a également permis de mettre en évidence les stigmates laissés par les lames des couteaux sur les valves d'huîtres, ce qui atteste de l'ouverture de ce fruit de mer frais. Donc, on voit bien ici les stigmates observés sur les bords des valves d'huîtres plates. Alors, en plus de la céramique et des coquillages, le dépotoir a également livré des restes de faune. Donc, ce lot est composé de restes de bœuf, de porc, de mouton, mais également de poules. Donc là, il y a des archéozoologues, donc vous me reprenez si je fais des erreurs. L'étude de ces restes est actuellement en cours. C'est pourquoi les résultats présentés ici sont orientés vers les préparations culinaires en lien avec l'auberge. Alors, le bœuf, donc visiblement j'ai des fragments de côte de bœuf, c'est ça ? Qui représentent l'essentiel du corpus. Alors, les fragments étudiés laissent percevoir une sélection des parties squelettiques clairement orientées vers l'alimentation. On retrouve des scapulas qui correspondent aux épaules. Les vertèbres et les côtes portent des traces de découpe au tranchoir et des incisions faites avec une lame fine indiquant qu'elles ont pu être préparées. Alors là, j'en vois pas, mais... Les morceaux observés appartiennent donc à plusieurs registres, pouvant être servis grillés ou accompagnés d'une sauce, notamment pour les hautes côtes et les beefsteaks, et mijotés ou cuisinés en pot-au-feu pour le paleron ou le jumeau. Ou les jumeaux, je ne sais pas, le jumeau. Alors, des fragments de crâne sont également présents et peuvent correspondre à des préparations spécifiques de cervelle et de langue. Comme pour le bœuf, les parties squelettiques du porc, donc ici des fragments de crâne de porc, montrent une sélection dédiée à la consommation de viande. Les éléments crâniens indiquent par exemple que les préparations de museau ont été réalisées et l'on observe également des plats de côte, des épaules ou des jambons et des jambonneaux. Ces éléments correspondent à nouveau à des préparations de différentes catégories, grillées ou mijotées, selon la qualité des morceaux. Alors, le mouton, avec ici des fragments de crâne de mouton, constitue le troisième groupe de restes déterminés. Les fragments identifiés de crâne indiquent pour l'essentiel des préparations de cervelle. Enfin, et ça c'est vraiment intéressant, je trouve, c'est un peu nouveau. Non, mais c'est très nouveau, quoi. Parmi les restes de faune mis au jour, on recense un nombre important d'os de bas de pattes, métapodes, fragmentés, de bœuf et de cornillons de bœuf, c'est-à-dire les chevilles osseuses de la corne des ruminants, qui sont des déchets caractéristiques d'une activité de récupération de matière dure animale. Aucun élément structurel ne nous permet d'affirmer si cette activité avait lieu sur le site du Val de Gravelle ou à proximité. Alors, les métapodes, une fois fragmentés et ou fendus, permettent de recueillir de l'huile de pied de bœuf, utilisée notamment en tannerie pour assouplir les cuirs, mais également les tendons de bœuf qui servaient à confectionner les liens. Les cornes étaient quant à elles fragmentées puis bouillies afin de récupérer du collagène qui entre dans la composition des colles et des peintures. Alors, en conclusion, utilisée originellement en tant qu'atelier de tisserand, la structure excavée se transforme donc à partir du milieu du 1er siècle en zone de rejet.
Son comblement, qui est constitué de très nombreux fragments d'objets et restes organiques, formant des assemblages singuliers, permet ainsi de mettre en lumière des activités alentour auxquelles elle sert de dépotoir, telles que l'auberge et la récupération de matières premières animales. Ah oui, ok, elle sert. Excusez-moi, j'ai mal lu la dernière phrase. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention.